Salam alaikum, Azul Fellaoun. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va de mieux en mieux. Alors, petite remarque d'abord au sujet de la vidéo d'hier. J'ai pu remarquer que lorsqu'on aborde des thèmes culturels, en l'occurrence les deux grandes personnalités algériennes entre les années 40 et les années 60, c'est-à-dire le Cheikh Ibn Badis, donc le grand chef des théologiens algérien, et le grand intellectuel plutôt profane, laïque, dirait-on aujourd'hui, Jean El Mouhoub Amrouche. Donc j'ai pu remarquer qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent aux thématiques culturelles. Je peux le regretter. J'avais déjà remarqué ça lorsque j'avais fait la vidéo sur la grande cantatrice algérienne des années 30, Leila Benzdira, mais c'est pas grave. Régulièrement, je ferai des vidéos à caractère culturel pour essayer de parler d'autre chose que de patates, d'huile, de shkarahlib ou bien des relations entre Paris et Alger. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le thème que je vais aborder avec vous, c'est le thème que certains connaissent évidemment à travers vos lectures, vos réflexions, c'est le thème de la division pour mieux régner. Alors, je vais l'utiliser ce thème pour illustrer les rapports en ce moment, les rapports triangulaires entre Paris, Rabat d'un côté et Paris, Alger de l'autre. Alors, cette fameuse et célèbre phrase, diviser pour mieux régner, on l'attribue parfois au roi de Macédoine, Philippe de Macédoine, au IVe siècle avant Jésus-Christ. D'autres l'attribuent à l'empereur romain Jules César. Et les politologues l'attribuent davantage au grand écrivain et politologue Machiavel, qui, dans son petit ouvrage Le Prince, parlait de diviser pour mieux régner. Donc c'est un conseil qu'il donnait à ses parrain italien afin de mieux gérer à la fois la cité de Florence et garder la prééminence sur l'ensemble de la péninsule romaine. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème aujourd'hui? Car si on n'a pas cette vision machiavélique du diviser pour mieux régner qu'applique, mais de façon magistrale, la France à l'endroit de son ancien protectorat, le Maroc, et de son ancienne colonie, l'Algérie, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et nous voyons bien que Paris garde les rênes du jeu politique et géopolitique en Afrique du Nord au travers de cette magistrale méthode qui a fait ses preuves il y a déjà bien longtemps. Je vais juste vous citer des exemples historiques. Le premier, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Comment a-t-elle réussi à dominer un sous-continent, en l'occurrence le sous-continent indien, avec à peine 75 000 soldats, alors que les Indiens étaient 350 millions au XIXe siècle? La méthode était très simple. Les Anglais avaient observé qu'il y avait une haine entre les hindous et les musulmans indiens. Vous savez qu'à l'époque, l'Inde, elle n'était pas divisée entre l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. C'était le même pays. Et ces Anglais, qui sont aussi doués que les Français pour diviser afin de mieux régner, avaient mis en place, par exemple, en 1909, ce qu'on appelle des circonscriptions électorales séparées pour créer un fossé à la fois entre les hindous et les musulmans, et évidemment, ça avait favorisé la discorde communautaire entre indiens et musulmans, et c'est ce qui a empêché le mouvement national indien de rester uni jusqu'à l'indépendance en 1947. Vous savez ce qui s'est passé en 47. Le 14 et 15 août 1947, les Anglais se sont arrangés pour que jamais les Indiens ne puissent s'entendre, et il y a eu la naissance concomitante de deux États à la fin de la domination britannique en Inde, c'est-à-dire l'État indien et l'État pakistanais. Évidemment, plus on divise, plus on peut jouer sur la rivalité. Et vous voyez que à ce jour, il y a une rivalité terrible
entre l'Inde, l'État indien et l'État pakistanais. Vous avez pu observer comme moi que la question du Cachemire était l'enjeu essentiel de la rivalité entre l'Inde et le Pakistan, un peu comme la question du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc. Mais nous allons y revenir. Et même le grand Gandhi, vous savez, Gandhi c'était l'équivalent de Mandela pour les années 90, Gandhi n'a pas réussi à rassembler la famille indienne, parce que les Indiens d'Inde, de Pakistan, c'est exactement les mêmes, c'est le même peuple, un peu comme le peuple tunisien, algérien, marocain, mauritanien ou libyen. Mais les Occidentaux ont ce talent de réussir à créer de la division là où fondamentalement sur le plan ethnique ou religieux ou linguistique, il n'y a aucune différence. Ça s'appelle le talent occidental. Il faut quand même reconnaître à César ce qui appartient à César. C'est grâce à cette politique de la division pour mieux régner que deux petits pays de rien du tout. Vous avez vu, l'Angleterre, c'est quoi? C'est même pas 300 000 km², la France, c'est un peu plus, et encore. Et ben, deux tout petits pays à la superficie très petite ont réussi à dominer, allez, 75% de la Terre. Phénoménal quand même, hein. Et oui, puis nous, on tombe toujours dans le piège, hein. Alors quand je dis nous, c'est les pays du tiers-monde, les musulmans, ou les animistes, pour élargir le spectre de la domination occidentale. Alors, deuxième exemple que je voulais vous citer pour illustrer cette politique de la division pour mieux régner, c'est l'exemple libanais. Vous savez que le Liban, c'est un tout petit pays entre la Syrie et Tel Aviv. La France, qui avait un protectorat sur le Liban, s'était arrangée pour que les Libanais ne s'entendent absolument pas. Et pour cela, ils ont joué sur la division communautaire, c'est-à-dire la même politique qui avait été adoptée par les Britanniques en Inde entre les hindous et les musulmans, mais au Liban, à partir de 1926, la constitution de 1926, les Français se sont arrangés pour que le pouvoir libanais, sous domination française, soit réparti selon on va dire une proportion aléatoire. À l'époque, les chrétiens maronites étaient la première force ethnique ou religieuse plutôt du pays. Donc la France avait attribué le principe de la prédominance au niveau de la représentation politique libanaise aux chrétiens maronites. Ensuite, la deuxième force c'était les sunnites, la troisième force c'était les chiites. Et lorsqu'il y a eu le pacte national en 1943 qui a préfiguré l'indépendance libanaise, il y a eu, sous toujours pression française, le principe suivant, qui est que le président libanais doit être absolument chrétien maronite, le premier ministre libanais doit être absolument musulman sunnite, et le président du Parlement doit être absolument musulman chiite, car le recensement de 1932 avait édicté la règle suivante, c'est que les chrétiens étant majoritaires, ils doivent occuper le poste de président. Les sunnites, deuxième force communautaire du pays, doivent avoir la présidence du conseil, donc chef de gouvernement, et les chiites, qui étaient la troisième catégorie communautaire du pays, devaient avoir le poste de président du Parlement. Vous savez qu'entre-temps, c'est-à-dire après près d'un siècle, tout s'est inversé. Les chrétiens qui étaient majoritaires sont devenus minoritaires, les musulmans sunnites sont restés deuxième force communautaire du pays, mais les chiites, qui étaient troisième en 1943, sont devenus la première force communautaire du pays. Et nous avons vu la prédominance, par exemple, du Hezbollah, qui représente les chiites du Liban. Mais sachez, au travers de cet exemple-là, que c'est la France qui a divisé ce tout petit pays en plusieurs communautés, de façon à ce qu'ils ne s'entendent jamais. Et c'est la raison pour laquelle, entre 75 et 1989, c'est-à-dire au moment des accords de Taïf en Arabie Saoudite, il y a eu une effroyable guerre civile au Liban, avec des centaines de milliers de morts et surtout des millions de Libanais qui ont quitté le Liban pour l'Afrique, pour l'Amérique du Sud, pour l'Europe ou pour l'Amérique du Nord. Donc maintenant que j'ai introduit ce principe de la division pour mieux régner, je vais pouvoir l'appliquer
dans cette grille d'analyse, dans cette relation triangulaire entre Paris, Rabat et Alger. Alors, bismillah. Let's go, comme on dit. Alors, vous savez que la France a décidé d'utiliser la question du Sahara occidental comme le paradigme essentiel pour continuer à diviser ces deux grands pays d'Afrique du Nord que sont le Maroc et l'Algérie. Alors, pour la petite histoire, vous le savez, la France avait colonisé l'Algérie à partir de 1830, mais au Maroc et en Tunisie, ce n'était pas une colonisation, c'était un protectorat, un peu comme cela avait été le cas en Syrie et au Liban. Je vous rappelle que la Syrie et le Liban étaient sous protectorat français à partir de 1920. Donc déjà, pendant cette période de colonisation-protectorat, la France n'a jamais voulu réunir l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Algérie qui était française depuis 1830, le Maroc était sous protectorat depuis 1912 et la Tunisie était sous protectorat depuis 1880-1882. La France aurait très bien pu rassembler ce bloc en une seule entité politique sous domination française. Mais non, car il fallait maintenir déjà cette division entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Alors, après l'indépendance à la fois de la Tunisie et du Maroc en 1956 et l'indépendance 6 ans plus tard de l'Algérie en 1962, la France a toujours fait en sorte que ces trois pays ne s'entendent pas. Et il y a eu une occasion rêvée pour Paris, c'était le fait que lorsque le général franco-espagnol est devenu très malade, le gouvernement espagnol a décidé de se retirer de façon brutale du Sahara occidental en réunissant à la fois la Mauritanie et le Maroc à Madrid. C'était la fameuse conférence de Madrid de novembre 1975 à laquelle n'avait pas été associée l'Algérie, parce que l'Algérie est toujours le dindon de la farce. Excusez-moi, je suis algérien comme vous, mais il faut être honnête. À chaque fois que les Français ou les Espagnols, veulent faire quelque chose, ils n'associent pas l'Algérie, ils ne veulent pas l'associer. Oui, l'Algérie, c'est dur à gérer, hein, vous savez, c'est très dur. Donc à chaque fois, on fait des sales coups à notre pays, mais c'est comme ça. Alors, l'occasion rêvée, donc, comme je viens de le préciser, c'était 1975, cette fameuse rivalité qui dure depuis 50 ans entre l'Algérie et le Maroc sur la question du Sahara occidental. Vous savez que le Maroc revendique la marocanité du Sahara occidental, alors qu'à l'Algérie soutient le mouvement indépendantiste du Polisario afin que les Sahraouis puissent un jour devenir indépendants. Alors, je vais commencer après cette digression, cette introduction historique, avec cette une du magazine marocain tel quel, où nous voyons le roi du Maroc, Mohamed VI, dire que désormais c'est avec nous ou contre nous. Alors retenez bien la date, c'était 2022. Vous voyez, 2022. C'est exactement le 2 septembre 2022. Pourquoi j'ai commencé avec cette une du magazine marocain tel quel? C'est parce que même pas une semaine avant, le président français, Emmanuel Macron, s'était rendu en visite d'État en Algérie avec une quinzaine de ministres. Il avait été reçu par notre président Si Abdelmajid Tebboune, pardon. Donc là, le Maroc lançait un avertissement au président français. Désormais, c'est avec nous ou contre nous, parce que lors de ce voyage à Alger du président français, M. Macron, il avait pris un engagement auprès du président algérien pour dire qu'il allait rester neutre concernant la question du Sahara. Et vous savez qu'entre-temps, il y a eu le scandale de Pegasus. Vous savez que les Marocains avaient acheté ce fameux logiciel de Tel Aviv et ils avaient piraté le téléphone du président français. Donc ça, c'était une menace directe à l'endroit du président français. Ça n'a pas loupé, puisque, allez, on va faire un petit historique très rapide, ne vous inquiétez pas, très rapide. Alors, vous vous souvenez en février 2025. Pourquoi je vous parle de février 2025? Parce que 6 mois avant, c'est-à-dire en juillet
2024. Donc après les menaces, c'est-à-dire on est à peu près de 2 ans après les menaces du roi Mohamed VI à l'endroit de la France. Désormais, c'est avec nous ou contre nous. Le président Macron, sans aucune raison politique, géopolitique, économique, avait décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Oui, c'est incroyable. Personne n'a compris. Et je vous défie de trouver une analyse sérieuse, à la fois politique, géopolitique, ou militaire, ou sociale, ou culturelle. Vous pouvez trouver toutes les raisons que vous souhaitez. Personne ne peut expliquer, pas même le président Emmanuel Macron, pourquoi il a décidé, de façon unilatérale, ce 30 juillet 2024, de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Parce que jusqu'à maintenant, l'Algérie jouait sur la France jouait sur la division entre le Maroc et l'Algérie avec une position de neutralité sur la question du Sahara occidental. Et vous savez que la France a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a le pouvoir de soumettre un projet de résolution sur la question du Sahara occidental, mais jusqu'à maintenant, la France s'était toujours gardée de le faire au nom de cette position de neutralité. Alors, évidemment, l'Algérie, ça ne lui a pas plu, mais pour cause. Vous savez que la France a eu beaucoup de cadeaux lors de ce voyage, sous pression bien sûr française, beaucoup de cadeaux, et on va y revenir à la fin de cette vidéo. Alors, février 2025, donc on calcule août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 6 mois et demi après la reconnaissance par Emmanuel Macron de la marocanité du Sahara occidental, il y a eu la visite au Sahara occidental de la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Voilà. Donc, c'est quand même étonnant, hein, un président français qui parle de partenariat, de fraternité entre la France et l'Algérie, décide d'envoyer une de ses ministres emblématiques, surtout qu'elle est algéro-marocaine, au Sahara occidental. Donc, c'est une véritable provocation. Pourquoi je vous parle de provocation? Parce que vous savez que 3 mois avant, il y a eu l'affaire de l'auteur algéro-français qui a été arrêté et placé dans la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bacha d'Alger, donc à partir du 16 novembre, et ça crée un scandale auquel je vais revenir entre Paris et Alger. Donc alors, février, donc 3 mois après ce scandale, Monsieur Emmanuel Macron envoie sa mise à culture au Sahara occidental. Je continue. Quelques jours plus tard, le 26 février, Monsieur Emmanuel Macron envoie son président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, au Sahara occidental. Vous savez que Monsieur Gérard Larcher a créé un scandale en s'offrant un siège au Sénat qui a coûté aux contribuables français 40 000 euros, oui, 40 000 euros. Oui, parce que vous savez, quand on est président du Sénat, on se prend pour le roi de France. Donc il s'est payé un siège de 40 000 euros. Peut-être qu'il cherche des subventions dans d'autres pays, je ne sais pas. Donc je continue. Là, il y a quelques jours, vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Bruno Retailleau s'est rendu au Maroc. Monsieur Bruno Retailleau qui a décidé d'engager un rapport de force avec l'Algérie, avec sa théorie inspirée par l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt de la riposte graduée, à croire que la France est en guerre avec l'Algérie. Voilà, on continue. Et là, aujourd'hui, Sahara occidental, la France va ouvrir une antenne privée gérant les services consulaires au Sahara occidental à Lyoun. À quoi joue le président français, M. Emmanuel Macron? À quoi joue-t-il? 2022, il dit que ça va bien avec le président algérien, on va renouer des engagements, des promesses, des contrats, etc. Et là, on voit que c'est une belle histoire d'amour entre Paris et Rabat, avec bien sûr la fiancée qui est le Sahara occidental. Et donc alors, la France va ouvrir un consulat au Sahara occidental, oui, c'est très bien. Et dans le même moment où la France s'engage à ouvrir un consulat au Sahara occidental, vous avez un homme politique français très important, donc qui est l'associé politique du ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, donc qui s'appelle David Lisnard, qui est président des 36 000 maires de France,
Et lui, ben, avec l'Algérie, ben, c'est un autre discours. Il veut fermer des consulats d'Algériens en France. Donc vous voyez, d'un côté, la France va ouvrir un consulat français au Maroc, et de l'autre, la France, au travers du président des 36 000 maires de France, veut fermer des consulats d'Algérie en France. Ok. Donc on continue. Donc, je viens de vous parler de l'auteur algéro-français. La France a réussi à faire adopter une résolution au Parlement européen pour exiger la libération de cet auteur algérien, parce que je vous rappelle qu'en Algérie, on est algérien, et même quand on a une double nationalité, on est français en France, mais algérien en Algérie. Donc, en clair, c'est une atteinte à la souveraineté judiciaire de l'Algérie. Comment la France peut-elle se permettre d'exiger de la justice algérienne d'un pays souverain la libération d'un homme qui est poursuivi par la justice de notre pays? Alors, on continue. La France a organisé des sondages pour essayer d'envenimer la relation entre Paris et Alger. Vous voyez, 72% des Français, d'après ces sondages, étaient favorables pour le gel des avoirs des dirigeants algériens en France. On continue. 81% des Français étaient favorables à des sanctions économiques contre la France. Oui, ça marche bien, le diviser pour mieux régner du roi de Macédoine, de Jules César et de Machiavel. Regardez, c'est magnifique. Hein, 81% des Français, donc, étaient, à cause des OQTF, étaient favorables à des sanctions économiques contre l'Algérie. On va y revenir, hein, sanctions économiques contre l'Algérie. Allez, on continue. 84% des Français favorables à la suspension des visas contre l'Algérie. Waouh. Vous voyez, on a une histoire d'amour entre Paris et Rabat et l'histoire d'un divorce entre Paris et Alger. Donc vous voyez comment ça a été préparé, comment le président français et le gouvernement français ont préparé l'opinion publique française à ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens sur ces sondages-là. Parce qu'à l'époque, certains n'avaient pas compris l'importance de ces sondages. Ils m'ont dit, mais non, faut pas en tenir compte, Rachid, ce ne sont que des sondages organisés par le groupe Bolloré. Non, je crois que vous ne saisissez pas assez comment fonctionne la société civile française. Je crois que vous ne saisissez pas assez. C'est pour ça que je reviens dessus. Donc là, 84% des Français étaient favorables à la suspension des visas pour les Algériens, c'est-à-dire ceux qui vivent en Algérie, c'est-à-dire les 45 millions d'Algériens. On continue. Au sujet, un nouveau sondage sur les influenceurs algériens menaçants, 94% favorables à l'expulsion des influenceurs algériens. Donc vous voyez comment l'opinion publique a été préparée. Et là, c'était le top. Il y avait même une note du ministère de l'Intérieur, donc de M. Bruno Retailleau, qui recommandait la déchéance de la nationalité pour les influenceurs franco-algériens. Donc vous voyez, d'abord, c'était les OQTF, les sans-papiers. Après, maintenant, on passe aux franco-algériens. C'est-à-dire que non seulement ils ont des papiers en France, mais en plus, ils ont la nationalité française. Un peu comme moi avant 2013, lorsque j'étais français, que moi-même, j'ai renoncé à ma nationalité française. J'ai pas attendu que M. Bruno Retailleau me la retire. C'est ça la grande différence entre les hommes qui ont du courage et ceux qui en ont moins. Et évidemment, avec ces décisions, ces sondages français, notamment lorsque M. Bruno Retailleau a mis fin au visa des diplomates algériens, l'Algérie avait considéré que c'était une nouvelle provocation. Elle avait exprimé sa surprise face aux restrictions d'accès annoncées par la France. Que nos diplomates algériens qui gèrent le dossier français n'ont pas compris le rouleau compresseur qu'avait décidé de mettre en place le gouvernement français. Ils pensaient que c'était juste des effets d'annonce. Non, la France ne plaisante pas avec l'Algérie. La France qui a fait massacrer 5 millions d'Algériens, non, elle ne plaisante pas avec l'Algérie. Mais il y a encore des naïfs dans notre beau pays. Et puis, l'agence de presse algérienne avait dit qu'elle exprimait son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français. Voilà, c'était le ministère des Affaires étrangères qui, au travers de l'agence de presse service algérien, s'était montré étonné, avait exprimé son étonnement.
Quelle naïveté quand même, hein. Et puis, dans la foulée, évidemment, dans ce brouhaha de déclarations tout azimut, nous avions le rejeton de l'ancien président français qui, ni plus ni moins, disait que moi, si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie à Paris. Et vous savez que depuis le 30 juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur en Algérie, car l'Algérie était fâchée que la France déclare sa flamme au Maroc. Oui, on a laissé la chaise vide et puis on a laissé l'occasion à tous les fous de jeter leur venin, leur haine contre l'Algérie, sans réagir. Il a fallu plus d'1 mois avant que l'Algérie décide de porter plainte contre ce rejeton de l'ancien président français. Pourtant, j'avais dit qu'il fallait mettre en place une stratégie axée sur 4 points: front médiatique, front politique, front diplomatique, front intellectuel. Mais nos diplomates à Alger ont décidé de ne pas en tenir compte et puis ça continue. Allez, bismillah. Même le juge Marc Trévidic avait décidé de participer au bal contre l'Algérie en disant qu'il serait heureux s'il y avait un renversement de régime en Algérie. C'est-à-dire qu'il serait heureux s'il y avait un coup d'État en Algérie. Mais l'Algérie, là aussi, n'avait pas réagi. Voilà. Le fils Sarkozy veut brûler l'ambassade d'Algérie. Au début, elle n'a pas réagi. Et là, avec M. Trévidic, aucune réaction jusqu'à maintenant. Aucune plainte contre ce monsieur. Mais oui, on peut dire, allez, un coup d'État en Algérie, puis l'Algérie ne dit rien. Hop, secte. Hein. Alors que vous savez que pour une phrase sur Facebook, on se retrouve en prison dans notre merveilleux pays. Vous savez, à un moment donné, il faut être cohérent. Ou bien vous appliquez la même stratégie avec tout le monde, ou bien vous changez de stratégie avec tout le monde. Alors ça n'a pas suffi, l'Algérie n'a pas compris ce rouleau compresseur de l'État français contre notre pays. Regardez, au moment de la célébration du 6e anniversaire du Hirak, le 22 février 2025, un Algérien a tué un Portugais âgé de 69 ans, marié avec une Algérienne à Mulhouse. Voilà. Et bien sûr, cet Algérien qui a des problèmes psychiatriques, la France a dit non, c'est un attentat, un attentat. Et même dans la presse étrangère, on a sali l'Algérie en disant que c'était un attentat. Alors comme ça n'a pas trop marché, allez, ils ont remis une couche. 1 mois et demi après. Donc là, c'est 22 février, attentat de Mulhouse, selon la presse française et le ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas marché, hop, on est quel jour là? 9 avril. Regardez, 9 avril. Et là, on n'accuse pas un homme psychiatriquement atteint d'avoir commis un attentat. Là, on accuse carrément un diplomate algérien d'avoir commandité un assassinat en France. Vous imaginez la gravité? Vous avez vu ce que ça fait quand on réagit pas au bon moment? L'Algérie n'a pas voulu réagir lorsque le juge antiterroriste avait appelé un coup d'État en Algérie. L'Algérie, dans un premier temps, n'avait pas voulu réagir lorsque le rejeton de Sarkozy a voulu brûler l'ambassade d'Algérie. La France passe à la vitesse supérieure. Attentat à Mulhouse le 22 février. Et là, elle accuse un diplomate d'organiser un attentat le 9 avril en France. Non seulement elle a accusé, en parlant d'opération d'assassinat commanditée par l'Algérie, mais elle l'a incarcéré. Elle l'a mis en prison, comme moi j'ai été emprisonné, entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, en m'accusant de fraude fiscale, d'avoir hébergé des étrangers, que j'assume, étrangers sans papier, que je logeais ces étrangers dans des conditions indignes. Bah oui, il faut salir Rachid Nekaz, comme la France salit l'État algérien. Bah oui, parce que avant de tuer un chien, on dit qu'elle a la rage. Bah oui, il faut d'abord salir avant d'exécuter quelqu'un. C'est la même stratégie. Mais nous étions naïfs dans notre beau pays. Ben oui, ils sont naïfs, les diplomates algériens qui gèrent le dossier français. Mais bien sûr, quand l'Algérie réclame l'extradition de ce mafieux Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre algérien de l'Industrie à 2 reprises, qui est protégé par
Monsieur Emmanuel Macron, qui est son ami, bah oui, il lui a signé 8 contrats, alors s'ils étaient tous les deux à la tête de l'économie à la fois de la France et de l'Algérie. Bah oui, il va pas abandonner son ami qui lui a donné des contrats, évidemment. Donc, en violation de la convention d'extradition entre l'Algérie et la France, donc Emmanuel Macron, refuse d'extrader M. Abdeslam Bouchouareb, alors qu'il a été condamné à 5 peines de 20 années de prison pour corruption et détournement de fonds. Et vous savez que j'ai manifesté devant l'appartement de ce ministre algérien corrompu en 2016. Et à l'époque, les vidéos l'attestent, il y avait 200 policiers envoyés par M. Macron pour protéger son appartement en face de la cathédrale Notre-Dame, au 21 quai Montebello. Eh oui, la France m'a condamné quelques mois plus tard à 2 mois de prison ferme parce que j'avais manifesté devant l'appartement de la fille de l'ancien premier ministre algérien, M. Abdelmalek Sellel, qui aujourd'hui est en prison. Vous vous rendez compte, j'ai été condamné aussi à 2 mois de prison ferme. Ben oui, parce que M. Macron, qui protégeait les ministres mafieux, bah, il avait envoyé la police et la justice pour me condamner. Et c'est M. Macron qui m'a mis en prison entre octobre et décembre 2023. Je l'oublierai jamais et j'espère que vous n'allez pas l'oublier non plus. Donc, M. Macron, avec M. Bruno Retailleau, joue superbement cette symphonie de la division pour mieux régner. Alors, d'un côté, hop, histoire d'amour avec le Maroc sur la question du Sahara occidental, histoire d'amour avec l'Algérie, avec un magnifique visite d'État en Algérie. Alors j'étais en prison, vous savez, j'étais dans ma prison, je voyais la télévision, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Notre pays reçoit Emmanuel Macron et 15 ministres français signent des contrats alors que la France m'avait condamné quelques mois avant, par défaut, à 18 mois de prison, mandat d'arrêt international contre moi-même et mon épouse, interdiction à vie de faire du business, saisie de tous mes appartements, blocage de tous mes comptes, et on reçoit Emmanuel Macron en Algérie avec ses ministres. Alors que Emmanuel Macron m'a totalement ruiné en France, alors que j'étais en prison en Algérie, malade en Algérie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Algériens? Mais ils ne comprennent pas que celui-ci est un disciple de Machiavel, divisé pour mieux régner. Mais vous savez, quand on est dans une prison, on ne peut pas faire grand-chose, vous savez. On ne peut rien faire. Donc alors, histoire d'amour avec Rabat, histoire d'amour en 2022 avec l'Algérie, puis après, ben évidemment, 2 ans après, l'infidélité politique suprême. Donc évidemment, il tourne le dos à l'Algérie. Puis après, il joue au froid, au chaud, au froid, au chaud. Vous avez vu tous les sondages qui ont été organisés pour saper la relation avec Alger et surtout pour salir l'Algérie, ses institutions, son peuple. Oui, salir. Mais en France, on n'est pas une contradiction près. Donc Emmanuel Macron envoie son ministre des Affaires étrangères rencontrer le président algérien, rencontrer le ministre des Affaires étrangères algérien pour apaiser la situation, en oubliant que ce même ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, avait dit, c'était quand, le 16 décembre 2024, lorsque l'Algérie avait dénoncé l'entreprise de déstabilisation des services secrets français en Algérie, il avait dit « Mais non, mais c'est infondé vos accusations. Elles sont fantaisistes. » Oui, fantaisistes. Mais il n'a pas dit que c'était fantaisiste l'attentat perpétré par les services secrets français le 14 décembre 1973 au consulat d'Algérie à Marseille, qui avait fait 4 morts et 20 blessés. Oui, monsieur Jean Barrot n'a pas dit que c'était fantaisie. À l'époque, personne n'a rien dit. Aucune arrestation, aucun jugement, aucune condamnation. Et oui, les Algériens meurent dans un attentat au consulat de Marseille. C'est pas grave. Bon oui, il y a 4 Algériens qui meurent, 20 qui sont blessés, personne ne demande justice, personne n'est arrêté, personne n'est jugé, personne n'est condamné. Oui, un Algérien qui meurt, c'est rien, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, on nous accuse de terrorisme, c'est ça? D'assassinat. Alors que c'est la France de M. Jean-Noël Barrot qui a fait assassiner lors d'un attentat au consulat de Marseille, d'Algérie à Marseille, le 14 décembre 1973, 4 Algériens et 20 blessés. Mais oui. Nos diplomates aujourd'hui,
pour la mémoire courte, n'est-ce pas? Alors oui, on accuse Monsieur Bruno Retailleau d'être à l'origine de tout cela. Mais non, mais non. Il n'est que ministre de l'Intérieur. Il peut être limogé en 2 minutes. Non. C'est Monsieur Macron qui est à l'origine de tous les problèmes. C'est pas Monsieur Bruno Retailleau. Monsieur Bruno Retailleau profite de la situation. Il n'est pas à l'origine. Donc quand je vois les communiqués de nos diplomates à Alger ou de la presse algérienne qui mettent tout sur le dos de Bruno Retailleau, mais c'est pas Bruno Retailleau qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024. Non, c'est Emmanuel Macron. C'est Monsieur Emmanuel Macron qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024, pardon. C'est pas lui le responsable. Lui, il fait de la politique. Oui, il profite de la crise, il profite de la situation pour essayer d'être président du Parti des Républicains et d'être candidat pour être président en 2027. C'est normal. N'importe quel homme politique dans le monde ferait la même chose que Bruno Retailleau, parce qu'il est outsider, c'est un challenger. Mais le big boss, c'est Emmanuel Macron. Je suis pas là pour défendre M. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il me donne tous les 3 mois un récépissé de carte de séjour, parce qu'il n'a pas envie que je continue la procédure contre Total, l'ancien président, l'actuel vice-président de Total, M. Denis Favier, qui est mis en examen grâce à moi, auprès du doyen des juges d'instruction, M. Cyril Pacaud. Il veut pas que la France me redonne mes 100 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'il me donne un petit récépissé. Donc les Algériens qui n'ont pas compris pourquoi je demande une carte de séjour en France, parce que pour continuer à défendre mes droits et récupérer mon argent, j'ai besoin d'avoir une situation légale, administrative et légale en France. Pas un sans-papier. Un sans-papier, ils vont dire, bon, allez, dégagez, 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 oust, oust. Non, j'ai besoin d'avoir un statut administratif légal pour obtenir justice, si tant est qu'il y ait une justice quand il s'agit d'une affaire politique. Alors, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Ah, l'Algérie, magnifique l'Algérie. Moi, j'aime beaucoup l'Algérie, comme vous. Mais l'Algérie de 2025 n'est pas l'Algérie de 1980, lorsque nous libérions les otages, les diplomates américains. À l'époque, on libérait des diplomates américains, car nous avions les faveurs, la confiance de la première puissance mondiale. Aujourd'hui, on expulse des diplomates, et on se fait expulser nos diplomates, et en plus, nos diplomates sont accusés d'organiser des attentats. Vous vous rendez compte comment on est tombé bien bas? Alors, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait pour réagir à cette politique du diviser pour mieux régner, pratiquée superbement bien par Emmanuel Macron à l'endroit du Maroc et de l'Algérie? Donc alors, dans la presse, RFI, aujourd'hui, donc voilà, c'était hier, pardon, 16 avril 2025, Algérie-France, la brouille diplomatique s'étend aux relations économiques. Voilà. En gros, on dit que l'Algérie est en train d'appliquer des sanctions économiques contre des entreprises françaises. Alors on va lire, hein, c'est rapide, hein, vous inquiétez pas. Le PDG du groupe français CMA-CGM devait se rendre à Alger le 16 avril, donc la journée du savoir en Algérie, pour annoncer des investissements dans les infrastructures portuaires algériennes, en particulier à Oran. Donc vous savez que CMA-CGM, c'est des gros bateaux dans le monde entier qui transportent des marchandises et des passagers aussi. Et donc, le président de ce groupe, qui est un Libanais, Rodolphe Saadé, un proche du président Emmanuel Macron, a dû renoncer à cette visite après la décision d'Alger annoncée dimanche d'expulser 12 agents consulaires français suite à l'arrestation d'un des siens sur le sol français. Et en plus, il y a eu le patronat algérien qui a annulé une visite aussi qui était programmée le 7 mai, donc dans 3 semaines, à Paris, pour rencontrer les entreprises françaises. Voilà, donc cette rencontre du Conseil du renouveau économique algérien, le CNEA, avec le MEDEF, était en préparation depuis le début de l'année avec les dirigeants des 2 organisations patronales. Voilà. Les sanctions économiques algériennes. Alors, il y a aussi des sanctions économiques sur le plan du blé. Vous avez vu, c'était le 24 mars. Algérie-France, comment les exportations de blé tricolore ont chuté d'1 milliard d'euros à 0. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est des vraies sanctions. Vous savez que l'Algérie dépend à
95% de ses importations de blé. Vous imaginez? 95%. En 1830, l'Algérie, c'était le grenat du blé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1830, c'est l'Algérie qui exportait du blé à la France, aux armées napoléoniennes. Vous savez, Napoléon, c'est 1799-1815. C'est l'Algérie qui nourrissait les soldats de Napoléon pour conquérir l'Europe. Et aujourd'hui, on dépend à 95% des importations au niveau du blé. Aïe, aïe, aïe. Très mal, hein? Bon, en tout cas, ça c'est bien. L'Algérie a décidé de renoncer à acheter donc 1 milliard d'euros de blé français. Voilà, c'est des sanctions. Voilà, donc c'est pas moi qui dis qu'on dépend à 95%. Regardez, l'Algérie importe 95% de son blé. C'est dans toute la presse, hein? Toute la presse. Après 3 ans d'indépendance, on importe 95% de notre blé tendre. Bon. Alors, en 5 ans, les exportations françaises sont tombées à 1,5 million de tonnes en 2024, alors que c'était 5 millions de tonnes de blé français en 2019. On est loin, 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 loin de l'autonomie sur le plan agricole en Algérie. Mais je vous ai dit, moi je parle pas des affaires intérieures, on verra ça plus tard, Inch'Allah. Pour l'instant, on essaie de défendre l'image de l'Algérie à l'étranger. Alors, Al-Watan. Al-Watan, regardez ce que disait Al-Watan le 29 janvier 2024, il y a un an. Avec des prévisions d'achat de plus de 7 millions de tonnes, l'Algérie est le 5e importateur mondial de blé tendre en 2024. C'est la presse algérienne, hein? 5e importateur mondial de blé tendre. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à l'autosuffisance alimentaire en Algérie? Comment ça se fait? On est 45 millions d'Algériens, on a le plus grand pays d'Afrique, on n'est pas capable de produire du blé, alors que les Français, vous savez comment ils produisent de blé? Entre 29 et 35 millions de tonnes de blé. Et 90% c'est du blé tendre. Vous imaginez 35 millions de tonnes. Vous savez combien l'Algérie elle produit? On va doucement, je vais doucement avec les chiffres. Aïe, 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 aïe. Je vais doucement, d'accord? On va très doucement parce que sinon on va se faire mal à la tête. Puis et je vois des commentaires, des gens qui me disent « Ah, Rachid, arrête de nous faire mal à la tête. » Je vais m'arrêter juste aux millions de tonnes qu'on achète. Donc par exemple, l'Algérie a importé 7,88 millions de tonnes en 2023 et prévoit des achats de l'ordre de 8,7 millions de tonnes. Ça fait mal quand même, hein? Alors voilà, on a le chiffre, mais on va doucement, d'accord? On était 2022-2023, 3,6 millions de tonnes. Aïe, aïe, aïe. Je préfère parler de pétrole et de gaz, c'est mieux, d'accord? Sinon, on va se faire mal à la tête. Alors, vous savez que l'Algérie, en Afrique, fait partie des 3 pays africains dont les importations sont les plus importantes. Donc d'abord, il y a... Là, on va aller dans l'ordre. Hein. On va aller dans l'ordre parce que, vous savez, j'ai toujours beaucoup de mal à dire des choses qui sont négatives. On essaie de se calmer, vous avez compris? Donc le premier, c'est l'Égypte, c'est le premier importateur mondial de blé pour 2024-2025 avec 12 millions de tonnes. 12 millions de tonnes. Donc, imaginez l'Égypte des pharaons qui, à l'époque, à la belle époque, hein, produisait du blé pour toute l'Afrique et l'Europe. Le deuxième pays, vous savez c'est qui? C'est le Maroc. Alors le Maroc c'est combien? Il a une mauvaise récolte. Alors on va y aller, bismillah. On va doucement, hein. Comme je vous ai dit, on va très doucement. Donc le Maroc va importer 7,5 millions de tonnes pour 2024
et 2025. Et l'Algérie arrive en 3e position. 6,5 millions. Voilà. C'est dur, hein? Bon, en tout cas, l'information positive, c'est que l'Algérie a décidé de ne plus acheter, d'importer du blé français. Donc, on est passé de 1 milliard d'euros à 0. Ça me plaît. J'aime bien le mot 0. Pourquoi 0? Parce que ça me rappelle ce qu'a fait Feu Walid Boumediene en 71, 24 février 71, lorsqu'il a décidé de nationaliser les hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz. Donc 51 pour l'Algérie, 49 pour les entreprises étrangères. Mais vous n'avez pas remarqué une chose? Alors, quand on parle de sanctions économiques de l'Algérie contre la France, on parle de visite du patronat algérien, ou de visite d'un patron français important, ami de Emmanuel Macron, en l'occurrence Monsieur Saadé. Mais ni dans la presse française, ni dans la presse algérienne, on parle des sanctions au niveau du pétrole et du gaz. Comment ça se fait? Personne ne parle de Total. Je suis le seul dans ce pays, c'est-à-dire Algérie ou même en France, à parler de Total, qui, sur 2 gisements qui étaient déjà en exploitation, a obtenu 25 ans de gaz gratuit à TFT et 25 ans de pétrole gratuit supplémentaire à Hassi Barkine. Personne n'en parle, sauf pour me discréditer. Ah, ils adorent me discréditer. Moi, j'ai jamais vu des journalistes, alors algériens, en tout cas d'un pays, alors qu'on est en guerre de communication politique, diplomatique avec la France. Moi, j'ai jamais vu dans un pays des journalistes défendre le pays avec lequel on est en guerre. J'ai jamais vu ça, moi. Normalement, les journalistes algériens devraient défendre les intérêts de l'Algérie. Alors, ils n'ont pas de problème à parler de blé, pas de problème, hein, pour dire voilà, l'Algérie a décidé de mettre fin aux importations de blé français. Ils ont aucun problème. Ils ont aucun problème aussi à parler de l'annulation des visites du patronat algérien en France et de la visite du patron de cette emprise maritime, M. Saadé, en Algérie. Ça, ils ont aucun problème. Mais alors, dès qu'il s'agit de pétrole et de gaz, alors là, là, les journalistes algériens défendent l'entreprise Total. Incroyable, extraordinaire. Il faut quand même se poser la question, quand même. Hein. Posez-vous la question. Alors, Total, vous savez qu'en 2023, Total, elle a réalisé le plus gros bénéfice net de son histoire. Vous imaginez? Regardez. C'est Le Monde qui le dit, c'est pas moi. Hein. Total a réalisé le plus gros bénéfice net de son histoire. Oui, Total. 21,4 milliards de dollars. Waouh. Regardez quelle est la part de ce qu'a gagné Total avec Hassi Barkine dans le bénéfice. Donc, il y a 2 contrats que je vous ai montrés à plusieurs reprises, mais apparemment, ça n'intéresse personne. Contactez le professeur Mourad Preur, expert pétrolier international. Voilà les 2 contrats, TFT et Hassi Barkine. C'est le site officiel de Total, hein, vous pouvez regarder, hein, site officiel de Total. Voilà, prolongation de la licence du champ gazier de TFT. 25 ans, voilà, prolongation de 25 ans supplémentaires. Et prolongation de 25 ans supplémentaires sur le site de Hassi Barkine. Et vous savez qui est le vice-président Total? Le général Denis Favier, voilà. Eh oui, parce que les généraux français, eux, ils défendent les intérêts de la France. J'aimerais bien que les généraux algériens défendent les intérêts de l'Algérie. À Hassi Barkine et à TFT. Ça serait bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, je n'entends aucune sanction économique de l'Algérie contre Total. Aucune. Comment ça se fait? Pourquoi on ne sanctionne pas le pétrole et le gaz que Total a réussi à obtenir sous pression grâce à un bras de fer juridique contre l'Algérie? Pourquoi on ne sanctionne pas? Pourquoi on s'occupe simplement du blé? C'est bien le blé. Et le blé, c'est 1 milliard seulement. Regardez le blé. C'est juste 1 milliard. Vous savez, c'est combien
Combien l'Algérie va perdre pendant 25 ans rien que sur Hassi Barkin, à cause du fait que Total a obligé l'Algérie à re-signer pendant 25 ans. Vous savez combien ou pas? Sur 25 ans, c'est 93 milliards de dollars. C'est pas 1 milliard. C'est pas 1 milliard. Rien que sur Hassi Barkin, le manque à gagner pour la Sonatrach sur 25 ans, parce que c'est 400 000 barils le jour, hein, Hassi Barkin. Sur la base du prix du baril à 70 dollars, l'Algérie perd sur 25 ans sur le site de Hassi Barkin 93 milliards de dollars. Je vous ferai un beau tableau la prochaine fois avec les détails. Donc moi j'attends des décideurs algériens, que ce soit des décideurs civils ou militaires, parce que les Français n'ont pas de mal à avoir des généraux qui s'occupent de Total. J'attends qu'ils défendent les intérêts de l'Algérie et qu'il y ait des sanctions économiques réelles contre la France par rapport à cette politique de diviser pour mieux régner que le président français et son ministre de l'Intérieur appliquent de façon extraordinaire. Mais moi, je ne vois pas de politique de diviser pour mieux régner de la part de l'Algérie. C'est bien dommage. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham shuhada.